Et donc, nous, par exemple, au niveau des personnes sourdes, pour les personnes qui sont les plus concernées, c'est les personnes dont la langue des signes est la langue maternelle. Et donc, c'est qui prend en charge l'interprétation en langue des signes. Dans le passé, la personne sourde avait un droit individuel et donc aller chercher auprès du ministre du handicap, je dirais, son droit et son budget qui lui permettait de payer des prestataires. Aujourd'hui, elle n'a plus, je dirais, cette possibilité-là. Et donc, je dirais, c'est comment les universités vont trouver de l'argent pour mettre de l'interprétation en langue des signes à disposition des étudiants sourds. Comment les employeurs vont, je dirais, eux-mêmes avoir recours avec le danger qu'ils risquent qu'il ne plus avoir de régularisation, je dirais, de l'offre de services et d'avoir une offre de services très, très marchande qui se développe. Et donc, inaccessible in fine pour la collectivité, puisque c'est les employeurs, c'est les universités, etc., qui doivent mettre ça en marche. Donc voilà, il y a vraiment pour moi une crainte de régression des droits acquis dans le paradigme de l'inclusion. Donc la collectivité doit prendre les aménagements raisonnables à charge, mais comment ça va se faire? Je suis un peu inquiète et sceptique. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment, c'est bien d'avoir des idées politiques d'inclusion, où on veut que la collectivité, prenne en charge le handicap, mais il faut vraiment penser, un peu plus loin au comment. Donc avoir une vision politique, c'est bien, mais il faut encore l'accompagner d'un plan stratégique et même plus, je dirais, d'un plan d'action très opérationnel. Et donc aujourd'hui, voilà, je crois que la vision politique, elle est bien, mais je suis en attente d'une vision un peu, ou en tout cas d'un plan d'action beaucoup plus pragmatique, Mmh. en sachant Stratégie. qu'on passe de l'individuel, oui, on passe d'une aide individuelle, d'une problématique individuelle à une problématique collective. Ça, voilà, ça va être difficile à gérer en tout cas. Et ça, c'est le défi que je lance à l'Europe, c'est de se dire comment on va implémenter ça. Donc c'est bien le mainstreaming, mais il ne faut pas que ce soit avec, une régression des droits acquis. Très clairement, si je prends la problématique de l'emploi, eh bien, dans le passé, ça se situait au niveau du ministre du handicap. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'emploi qui prend ça en main, mais lui, il va vous dire: «Beh, moi, je j'inclus ça dans ma politique de diversité». Et donc, il va créer des programmes pour toutes les diversités et donc la politique les personnes handicapées vont être traitées au même titre que les grandes pauvretés, que les discriminations du genre, les discriminations, tout autre. Et je pense qu'on va perdre en expertise parce que jusque maintenant, les personnes handicapées étaient traitées, comme étant une politique en tant que telle. Aujourd'hui, l'inclusion va les mettre sur le même pied d'égalité que toutes les autres diversités, Mmh. avec peut-être une perte, de budget, d'acquis enfin moi, voilà, je suis, et d'expertise aussi. Donc c'est bien l'inclusion, mais attention qu'il n'y ait pas de régression de droits dans son implémentation. Je vois. Donc voilà, ça c'est mon petit, dépôt pour l'Europe. Et je crois qu'en termes de formation, je pense qu'il faudrait peut-être un peu mieux, développer, tout ce qui est évaluation de compétences. Beaucoup de personnes sourdes, en tout cas, n'ont pas accès à la formation par défaut d'aménagement raisonnable, d'interprétation en langue des signes. Et donc aujourd'hui, il faut développer l'acquisition de formations par le travail, mais aussi de reconnaissance parce que en tout cas dans le secteur du secteur associatif, tout est fait sur base des diplômes. Vous êtes rémunéré. Moi, j'ai de la chance. J'ai pu faire un parcours universitaire et donc je suis payée sur cette base-là. Je connais beaucoup de personnes sourdes qui travaillent dans le secteur social, associatif, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir un diplôme et donc alors qu'elles ont beaucoup développé beaucoup de compétences par le travail,
elles sont toujours payées sur base de leur diplôme, qui est souvent un diplôme CESS administratif. Et donc ça, je ne trouve pas ça très juste. On devrait pouvoir évaluer les compétences qu'elles acquièrent par le travail et à des moments leur permettre, en tout cas dans le secteur associatif, tout est sur base d'un diplôme. Or, c'est souvent des secteurs où les personnes en situation de handicap ont le plus de chances de persévérer, en tout cas au niveau, nous, du secteur de la surdité, on est fortement en recherche de personnes connaissant la langue des signes. Et donc souvent, ce sont des personnes sourdes ou des personnes, oui, souvent des personnes sourdes ont cette maîtrise de la langue des signes, mais n'ont souvent pas de diplôme et donc vont être sous-payées. Donc ça, c'est pas très juste, je trouve. Et alors développer la formation par le travail, ça me semble, ça permet en tout cas de sauter le. Enfin, moi, j'ai eu très difficile d'obtenir mon diplôme. Hein. Ça a été vraiment un parcours de combattant parce que souvent, mais voilà, il n'y a pas les aménagements raisonnables, il n'y a pas les interprétations en langue des signes. Euh, donc, si les personnes sourdes ou les personnes qui ont un handicap euh, arrivent à des moments à développer des compétences professionnelles autrement que via des diplômes ou acquérir ces compétences par le travail, ça devrait permettre à des moments d'être validé. Hein. Y a-t-il des bons exemples de ces côtés? Donc, vous avez parlé, par exemple, des formations par les travail. Vous serez indiqué quelques exemples à citer ou à... Mais je crois qu'ici en Belgique, en tout cas, c'est assez réglementé. Je pense que c'est uniquement pour les très bas niveaux. Vous ne pouvez pas atteindre un niveau universitaire par une formation par le travail. Hein. Soyons clairs, le salaire que j'ai, je l'ai et je ne pourrai l'avoir que par un diplôme universitaire. Je vois. Or, je pense que le cursus universitaire, pour beaucoup de personnes en situation de handicap, reste quelque chose de très difficile à faire par manque de moyens au niveau des universités, d'accompagnement pédagogique. Hein. Enfin, je répète, certaines personnes sourdes, elles ont vraiment besoin d'interprétation en langue des signes. Aujourd'hui, si vous le faites dans le cadre d'un cursus universitaire, je crains que si vous devez le payer, en tout cas sur base d'interprètes indépendants, c'est inaccessible financièrement parlant. Oui, c'est vrai, je connais aussi des cas des personnes qui, par exemple, n'étaient pas francophones et du coup avaient un oreille bionique dans une autre langue et il n'y a pas des possibilités non, de communiquer. Mais par contre, tout ce qui est dans les autres langues, le Covid a permis à la technologie de faire des bonds en avant de manière incroyable. Et donc, les réunions Zoom, je pense, peuvent déjà être sous-titrées. En tout cas, tout ce qui est PowerPoint est sous-titré en simultané. Team va être bientôt sous-titré en anglais pour le moment en simultané. Et bientôt, ça va être en français. Et donc, je pense qu'il il va y avoir aussi des traductions probablement possibles par tout ce qui est la visioconférence. Et le PowerPoint, Microsoft développe beaucoup de choses de traduction aussi. OK. Donc, il faut espérer que ça permette, tant, je dirais, dans le cadre de différences linguistiques, mais aussi de différentes déficiences auditives, d'avoir des possibilités là-bas d'aménagement raisonnable. Hein. Oui. Donc, je crois qu'il faut continuer aussi à miser sur l'accessibilité numérique. Ça me paraît aussi l'enseignement à distance avec l'accessibilité numérique. Il faut vraiment continuer à en faire une priorité. C'est déjà une priorité européenne. Je crois qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Voilà, moi c'est vrai qu'on se bat quand même au quotidien pour aujourd'hui, on est un petit peu en difficulté parfois avec la qualité qui se paye. Par exemple, nous, au niveau des interprétations en langue des signes, elles viennent de développer une formation au niveau master. Mais du nouveau, qui va payer ça? Donc, Mmh. quelque part, cette qualité est au bénéfice des bénéficiaires, mais le bénéficiaire ne va jamais être en mesure de payer des prestataires de niveau master. Et je ne suis pas sûre que je dirais les services publics
soit en mesure d'offrir cette qualité de service. Ça se paye très, très cher. C'est une offre de service très, très chère. Dans les langues orales, l'interprétation en milieu social n'a pas du tout la qualité de l'interprétation de conférence, hein, soyons clairs. Et le prix, d'ailleurs, n'est effectivement pas le même. Si on prend les prestataires, alors il y a des prix différents, mais le CETIS, par exemple, ces prestations d'interprétation en milieu social, c'est 20 € de l'heure. Ça n'a rien à voir avec des prestations de langue orale, de conférence. Hein. Les tarifs, je crois que ça peut aller à, je sais pas, moi je pense que c'est facilement 150 € de l'heure. Hein. Donc, Donc, des défis financiers aussi. s'il vous plaît? Des défis financiers aussi. Oui, oui, oui. Et donc, il faut trouver un juste équilibre entre la qualité et l'accessibilité financière. Donc voilà, ça va être aussi un défi européen, c'est comment offrir de la qualité dans les aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap à juste prix. Voilà, ça c'est le défi du handi-streaming.